À La Tronquière, dans le Lot, c'est dans un petit jardin public que Jean-Michel Coste parfois se recueille. Une pierre, presque anonyme, ornée d'un arbre de vie, en hommage à sa compagne enterrée au Mali. Djeneba, la femme qu'il a tant aimée. Elle était comment, Djeneba? Gaie, ouverte, positive. Elle aimait la vie, enfin, comme tout le monde, j'espère. Mais elle aimait les autres. Elle était généreuse, elle aimait les autres. Elle ne pouvait pas voir les gens être malheureux sans faire quelque chose. C'est dur de ne pas penser au pire jour de ma vie et donc de savoir qu'elle a été détruite. Djeneba Bamia a été assassinée à l'âge de 37 ans. Son meurtrier présumé serait son ancien mari, le père de ses 3 enfants, Jean-Paul Gouzou, 68 ans, qu'elle accusait de violence conjugale. Au procès de ce dernier, qui s'ouvre cette semaine, 2 questions terribles. Le meurtre de Djeneba aurait-il pu être évité? La justice a-t-elle tout mis en œuvre pour protéger cette femme battue? Jean-Paul Gouzou est né dans cette ferme où il a toujours vécu. Il y élève seul des bovins pour leur viande. Il est aussi membre du principal syndicat agricole, avec lequel il organise des formations à l'étranger. C'est à l'occasion d'un voyage au Mali qu'il rencontre Djeneba en 2007. Elle a 30 ans de moins que lui, est vétérinaire à Bamako. Sa famille, des notables, désapprouve sa relation avec l'éleveur français, mais elle décide de s'en affranchir. En 2008, 3 jours seulement après l'arrivée de Djeneba en France, le mariage est célébré. Les mariés sont entourés des amis de l'éleveur et de voisins, comme Nathalie Labarthe, qui se prend tout de suite d'affection pour la jeune femme. Elle a voulu apprendre la cuisine, elle a voulu apprendre à jardiner, elle a fait plein de choses à la maison. Le premier hiver, elle a vu la première neige et pour elle, c'était un bonheur de pouvoir aller dans la neige, quoi. Et elle avait vraiment cette envie de vivre ici. Les années qui suivent semblent heureuses. Djeneba passe son brevet de responsable d'exploitation agricole. Et, à la retraite de son époux fin 2011, c'est elle qui s'occupe de la centaine de têtes du troupeau. Le couple a dorénavant 3 enfants. Lorsqu'en 2016, la belle histoire d'amour se serait fissurée une première fois. C'est Nathalie qui recueille les confidences de Djeneba. Un jour, en me promenant, j'ai vu Djeneba sur le chemin et elle s'est mise à pleurer, à me raconter ce qui se passait chez elle, qui lui criait dessus et qui lui avait mis une baffe. Et c'est de là que j'ai dit qu'il ne fallait pas se laisser faire et que ce n'était pas normal qu'un mari agresse verbalement ou physiquement sa femme. Djeneba ne dépose pas plainte et reste auprès de son mari. Mais quelques jours plus tard, elle doit appeler à l'aide. Le 12 mars 2016, elle contacte son amie Magali Morin. C'est la vétérinaire qui soigne ses bêtes, mais aussi la marraine de l'un de ses enfants. Et Djeneba était en larmes au téléphone, me disant Jean-Paul m'a encore violentée. Je lui dis t'es où? Elle me dit je suis à la maison. Je lui dis écoute j'arrive. La porte était ouverte, je l'entends hurler, pleurer. Je l'appelle, je lui dis Djeneba, Djeneba, elle me répond même pas. Je monte l'escalier et là je la vois assise par terre, les jambes écartées comme ça. Et elle me dit voilà, ce qui s'est passé c'est qu'en fait Jean-Paul voulait emmener les 2 grands au poney. Et chercher donc les bombes, vous savez, les chapeaux là, pour le poney, partout. Et donc, elle était allongée. Descend, vient chercher les bombes, enfin, voilà. Et donc, il est monté, et parce qu'elle a dit non, je me repose. Et il a attrapé par le pied, fait tomber du lit, traîné du lit. Et après, il a été chercher les bombes et a emmené les 2 grands au poney. Cette fois, Djeneba dépose plainte à la gendarmerie pour violence contre son mari. Le médecin qui l'examine relève de multiples contusions et lui accorde 3 jours d'ITT. Elle quitte le domicile conjugal et s'installe à 6 km dans cette maison avec ses 3 enfants.
Elle demande le divorce. Suite à sa plainte, Jean-Paul Gouzou fait l'objet d'un rappel à la loi. Djeneba obtient aussi de la justice une ordonnance de protection. La garde des enfants lui est confiée. Son mari a des obligations. Interdit à Jean-Paul Gouzou d'entrer en relation avec Djeneba. Interdit à Jean-Paul Gouzou de détenir ou de porter une arme. Djeneba ne mène pas une vie sereine pour autant. Son troupeau, elle l'élève à quelques mètres de la maison où vit encore son mari. Celui-ci en profiterait pour la harceler au quotidien. Mais Djeneba n'a pas le choix, car elle n'a aucun autre endroit où mettre ses bêtes. Elle se sentait souvent menacée par Jean-Paul. Il y a eu l'histoire du tracteur où il lui avait pris les clés et tout, il ne voulait pas lui rendre. Enfin, il y a eu toujours... il a toujours cherché à l'impressionner. Elle avait peur quand même. Elle allait sur la ferme, elle n'était pas toujours très rassurée. Pendant cette période de tension, Djeneba trouve du soutien auprès d'un nouveau compagnon. Avec Jean-Michel Coste, un producteur de lait biologique, il projette en mars 2017 un voyage au Mali avec les enfants de Djeneba. Sa mère, qu'elle n'a pas vue depuis 9 ans, est malade. Mais le but, c'était vraiment d'aller voir les grands-parents. Enfin, les parents de Djeneba, mais donc les grands-parents des petits, pour les présenter, parce qu'évidemment, ils ne connaissaient pas leurs petits-enfants. Et puis, du coup, vu que j'étais là, bien présent dans sa vie, elle voulait aussi voilà, me présenter. C'était vraiment, pour nous deux, un projet voilà, euphorique. Donc je pense qu'on a un peu oublié des choses. Enfin, des choses dangereuses. Jean-Paul Gouzou s'oppose à ce voyage. Selon lui, ses enfants seraient en danger au Mali. Il demande à la justice d'interdire leur sortie du territoire, mais il est débouté. Le voyage autorisé est prévu pour le 7 mars. 4 jours avant de s'envoler, comme tous les matins, Djeneba vient s'occuper de ses bêtes sur l'exploitation. Elle se gare face à cette grange, coupe le contact. Caché derrière ce muret, Jean-Paul Gouzou surgit, ouvre le feu avec un fusil de chasse, se rapproche et tire à nouveau à 2 reprises. Djeneba est touchée par chacun des 3 tirs et meurt sur le coup. Jean-Paul Gouzou, lui, regagne sa maison, appelle les gendarmes et se rend sans opposer de résistance. Après 48 heures de garde à vue face à la juge d'instruction, il assume son geste. Je suis sûr qu'il n'y avait pas d'autre moyen de l'empêcher de partir. J'étais acculé à cette solution pour sauver mes enfants. Ils risquaient leur vie. Si c'était à refaire, je le referais. Même si j'en suis malheureux. Mis en examen pour assassinat, Jean-Paul Gouzou est incarcéré à la prison d'Agen. Djeneba a-t-elle été victime d'un coup de folie de son époux? Ou ce drame est-il l'épilogue d'un calvaire, ayant commencé beaucoup plus tôt? Les enquêteurs découvrent que Djeneba a raconté sa vie dans un journal intime. Elle aurait commencé à souffrir du comportement de son époux dès l'année de son mariage. J'ai eu une dispute avec JP. Je n'avais jamais pensé qu'un jour il me parlerait violemment. C'est lui qui décide de tout. Mais je sais qu'il m'aime, et je l'aime aussi. Si je supporte tout ça, c'est pour les enfants. Je me plais bien avec les animaux, mais il est toujours sur mon dos, à commander dans tous les sens. On dirait que je suis son esclave. Une esclave qui se serait également trouvée sous l'emprise financière de son mari. En partant à la retraite fin 2011, Jean-Paul Gouzou lui a vendu 200 000 € la centaine de bêtes et les machines de l'exploitation. Une somme que Djeneba lui remboursait à hauteur de 2 000 € par mois. En grande précarité financière au moment de la séparation en 2016, elle fait appel à Jacques Grain, un spécialiste de l'accompagnement des éleveurs en difficulté. La situation de l'éleveuse le stupéfie.
Arriver donc à faire payer l'ensemble de ce qu'on transmet à sa conjointe alors qu'on reste là et qu'on vit ensemble, ça paraissait quand même assez gros. Il a pris son épouse comme un fermier, comme un tiers, comme une personne extérieure à la famille. Tous les gens qui partent à la retraite ne font pas ça. Surtout pas. Sinon, il n'y en aurait pas beaucoup qui se permettraient, qui pourraient vivre de leur travail, de leur exploitation. Djeneba aurait-elle été prise entre les griffes de Jean-Paul Gouzou, harcelée au quotidien et contrainte financièrement? Un engrenage fatal qui aurait pu être évité selon les proches de la jeune femme, qui dénonce plusieurs dysfonctionnements judiciaires. Magali Morin a découvert que l'ordonnance de protection n'a pas été appliquée. Le fusil de Jean-Paul Gouzou ne lui a jamais été retiré. Il s'est senti intouchable, il était dans son bon droit. Depuis le début, de toute façon, c'est lui le chef, c'est lui le patron, c'est lui qui décide. À partir du moment où ça ne change rien à sa vie, qu'il y ait une ordonnance ou pas, il continue. Donc il continue sans tous les droits, continue à embêter sa femme, continue à chasser. Personne ne lui a fait aucun rappel à l'ordre. C'est pas normal. À l'approche du voyage au Mali, Magali contacte une fonctionnaire de la préfecture chargée de la protection des femmes. Elle est inquiète et voudrait que les gendarmes viennent calmer Jean-Paul Gouzou, qui réagit très mal au départ au Mali. La fonctionnaire transmet le signalement à une substitut du procureur de Cahors, qui répond 2 jours plus tard. Le parquet n'a pas à être rendu destinataire de mails interminables concernant des situations particulières. Un fatras de doléances dont il est inconcevable d'encombrer les boîtes aux lettres des magistrats. Djeneba est assassinée 10 jours plus tard. Magali téléphone alors à la fonctionnaire de la protection des femmes. Et là, ma première réaction, c'est d'appeler cette femme. De l'incendier au téléphone. En lui disant que... qu'ils sont tous responsables. Que s'il y a 3 gamins orphelins, c'est parce que personne n'a fait ce qu'il avait à faire. Le parquet de Cahors a refusé de s'exprimer sur les accusations des proches de Djeneba. Pour Maître Goudeneige et Martial, les avocats de Jean-Paul Gouzou, ni ce procès fait à la justice, ni les soupçons d'emprise de leur client sur sa femme n'ont lieu d'être. Il n'y aurait qu'une seule raison à son passage à l'acte, le voyage au Mali. Il voit, dans sa tête, qui est à ce moment-là complètement à l'envers, il voit cette femme et ses 3 enfants monter dans l'avion. Il craint le pays où elles vont mettre les pieds. Et il se dit que ces enfants-là, eh bien, il va les perdre. Il se trompe, sans doute. Il n'y a pas de difficulté. Il va commettre l'irréparable. Et puis, il le décrit parfaitement. Hein, c'était pour tout arrêter. Tout arrêter. Jean-Paul Gouzou encourt la prison à perpétuité. Après avoir longtemps assumé son geste, il compterait, dès l'ouverture des débats, demander pardon à ses enfants. Camille, tout juste 22 ans, s'exprime pour la première fois à la télévision. Malgré la douleur, elle a accepté de revenir longuement sur le décès de Jean-Christophe Piel, son beau-père, avec qui elle a grandi toute son adolescence. Elle a appris son meurtre au détour d'un simple texto. J'étais encore dans la Marne. Je faisais du shopping, on était une après-midi, il faisait beau. Je reçois un SMS et c'est un message très vague qui me dit « Bonsoir Camille, je suis désolée pour toi. Toutes mes condoléances. J'espère que t'es pas trop chamboulée. » J'appelle tout de suite Marie-Christine. J'essaie de savoir ce qui se passe. C'est la maman de Jean-Christophe ? C'est la maman de Jean-Christophe qui me répond et qui m'annonce en s'effondrant
que Jean-Christophe s'est reçu une balle dans la tête à 7h du matin. Tout de suite, la première chose qui me vient, c'est « Ah mon Dieu, elle l'a fait », en pensant à Delphine. Celle qu'elle appelle froidement Delphine n'est autre que sa propre mère, Delphine Pinto. Camille est persuadée qu'elle a commandité le meurtre de son beau-père, Jean-Christophe. Aujourd'hui mise en examen, Delphine est soupçonnée d'avoir recruté 2 hommes de main et d'être le cerveau d'un complot criminel nourri de longue date. C'était le 24 août dernier au petit matin. Jean-Christophe, qui est séparé de Delphine depuis 4 ans, habite un 2 pièces dans cette bâtisse. Comme souvent avant de partir travailler, il sort couper des roses dans son jardin. Alors qu'il est de dos, il reçoit une balle dans la nuque et tombe inanimé au sol. Dans la maison mitoyenne, Carole Anne et son petit ami sont les premiers témoins du drame. Le Velux était entrouvert, donc on a entendu un bruit, le bruit d'un coup de feu. C'est vraiment une déflagration qu'on entendait, quoi. Ça a résonné énormément. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est levé, j'ai ouvert mon Velux et j'ai essayé de regarder à travers, qui donne sur une partie de mon parking, en fait. On n'a rien entendu, pas de voiture partir à toute vitesse. Rien du tout. C'était d'un silence. C'est ça qui était bizarre, en fait. Vers 7h15, lorsqu'elle sort de chez elle, pompiers, SAMU et gendarmerie sont déjà sur place. J'ai vu après avec les secours que mon voisin était allongé ici, en face de son rosier, dos au sol et la tête tournée vers le parking. Et on a vu qu'ils essayaient de le maintenir en vie, quoi. Jean-Christophe est héliporté vers l'hôpital d'Amiens dans un état critique. Il décédera 2 jours plus tard des suites de sa blessure. Les enquêteurs écartent très vite la piste du rôdeur. Ils envisagent plutôt un tireur embusqué dans les buissons, venu procéder à une exécution. Jean-Christophe Piel avait 41 ans. Il était kiné, passionné de sport et de vélo en tout genre. Excellent! On le voit ici avec les membres de son club de VTT, dans l'Oise, en train de bricoler des vélos pour la fête annuelle du club. Vas-y, encore. Ouais, c'est nickel. Allez, il est bien là. C'est pas mal là, quand même. Sébastien, Christian et Laurent, ses amis, dressent le portrait d'un homme au grand cœur. La joie et la bonne humeur. Toujours, toujours. Même quand c'est dur. Toujours en train de rigoler et tout. Non, c'était quelqu'un de formidable. Il a apporté quand même beaucoup de choses au club. Son humour. Il n'y a pas une photo, il n'a pas le sourire. Ouais. Et puis du réconfort aussi, parce que quelquefois sur quelques sorties, on se fait mal un petit peu. On a mal à une hanche, ou on a mal à un genou. Et puis il y avait toujours la table de kiné quasiment dans la voiture. Et puis on avait tous un petit peu le droit à tour de rôle, au retour de balade. À une petite séance de kiné, quoi. Un homme qui faisait l'unanimité autour de lui. On ne lui connaissait aucun ennemi, sauf peut-être son épouse, Delphine, avec qui la séparation était plus que houleuse. Ils se rencontrent en 2011. Jean-Christophe est alors le kiné de Laurent, le fils de Delphine. À l'époque, elle vit seule avec ses 3 enfants. Lui est divorcé, papa d'un petit garçon de 5 ans. Entre eux, c'est le coup de foudre. Ils se marient en 2013 au château de Chantilly. Un mariage en grande pompe, comme Delphine en a toujours rêvé. Au tout début, je me souviens que c'était vraiment tout beau, tout rose. C'était le couple idéal, fou amoureux. C'est tout le temps en train de se regarder profondément dans les yeux, en train de se faire des grandes soirées ou des escapades dès qu'ils pouvaient. Ensemble, ils ont 2 filles. Une famille recomposée, heureuse et soudée. Même si au fil des années, les proches du couple commencent à trouver Delphine un peu tyrannique.
On sentait pas un amour intense chez elle pour lui. Voilà. Donc voilà, moi perso, ça me gênait. Elle était changeante. Elle pouvait être tout à fait charmante, comme elle pouvait être tout à fait pas charmante, quoi. Voilà. Et avec lui, elle n'était pas forcément charmante. Moi, j'aurais pas supporté ce que JC supportait, hein, c'est clair. Ça a commencé par Jean-Christophe qui pouvait plus forcément aller voir ses copains le soir en sortant du travail pour aller boire un petit apéro, chose qu'apparemment il faisait beaucoup avant. Hein. Donc Jean-Christophe n'avait pas le droit de sortir. Elle était beaucoup dans les danses latines. Lorsqu'elle rentrait, elle réveillait Jean-Christophe et en portant des talons et en dansant toute la soirée, il fallait un petit massage des pieds. Et lui, trop gentil encore, qui accepte tout et qui bronche pas, quoi. Delphine sort beaucoup en soirée salsa. Elle est dépeinte comme charmeuse et très volage. Jean-Christophe commence à la tromper. Il décide de la quitter en février 2017. Dans les mois qui suivent la séparation, Delphine accuse Jean-Christophe de viol et attouchement sur Laurent et Mathilda, ses enfants issus de sa première union. Mais aussi sur l'une des filles qu'ils ont eues ensemble. Elle dit avoir vu Jean-Christophe dans le bain avec l'aîné, le sexe en érection. Placé en garde à vue, il reconnaît l'érection, explique qu'elle n'était pas intentionnelle, mais liée au mouvement de l'eau. Il est mis en examen dans les deux affaires, mais laissé libre. Des accusations que Camille a du mal à croire. J'ai jamais rien remarqué de particulier. Quand il donnait le bain, la porte était ouverte, on passait devant, on entendait les petites qui rigolaient, ils les amenaient à l'école, enfin, j'ai jamais rien vu. En plus, Jean-Christophe, c'est quelqu'un qui est relativement pudique. Ça collait pas du tout entre sa personnalité et ce qui était dit derrière, donc... La justice interdit à Jean-Christophe de voir ses filles le temps de l'enquête. 3 ans plus tard, il obtient un non-lieu et est blanchi. Mais il meurt 2 jours avant de pouvoir les revoir. La deuxième procédure concernant les enfants de Delphine, elle, s'est éteinte avec son décès. Delphine aurait-elle voulu nuire à son mari? Aurait-elle été capable de tout inventer? Certains en sont convaincus, car ils l'ont déjà vu mentir par le passé. Barbara a tenu à garder l'anonymat pour des raisons professionnelles. Elle est la nièce du premier mari de Delphine. Elle l'a côtoyé au début des années 2000 dans les réunions de famille. Selon elle, Delphine, la vingtaine à l'époque, était une mythomane. Ce qu'elle nous disait, c'est qu'elle avait des usines de Porto au Portugal. C'était un héritage, ou voilà, qu'en tout cas, elle était héritière, quoi, voilà. Et la chose qui m'a frappée, elle nous disait, je suis avocate à Beauvais, ou je sais plus trop. Ça me paraissait improbable. Quand on s'est rencontrés, elle a 22 ans, elle a des enfants en bas âge. Pour moi, on peut pas être avocate à 22 ans, quoi. Enfin, moi, j'ai jamais été dupe, en tout cas, personnellement. Je savais très bien que tout ce qu'elle disait, c'était faux. Delphine se serait inventé une vie, voire des vies. En 2005, fraîchement divorcée avec ses 3 enfants à charge, elle fait croire à une association que son fils Laurent, 3 ans, a besoin d'une greffe de rein en urgence à New York et récolte 20 000 €. Une arnaque à la compassion qui fera l'objet d'un reportage à la télévision. Guy Mazurier, en bon gestionnaire, réclame des justificatifs et le poteau rose est vite découvert. L'association n'a pas porté plainte. Delphine rembourse les 20 000 € et écrit dans une lettre manuscrite avoir tout inventé. Dans ce même reportage, les journalistes reviennent sur une escroquerie montée par Delphine en 2011. Cette fois encore, elle se sert de la santé de son fils. Sur sa page Facebook, elle raconte le calvaire de Laurent, 8 ans. Il souffre du dos. Il faut réunir 17 000 € pour le sauver. Elle publie des photos poignantes,
des schémas explicatifs et les donateurs affluent. La mère Courage récolte 13 000 €, dont plus de la moitié versée par la Maison des handicapés et la Sécurité sociale. Laurent avait bien un problème de dos pour lequel il a eu besoin d'un corset, mais ça n'a duré que quelques mois et n'a pas coûté 1 € à sa mère. En 2016, Delphine sera condamnée pour escroquerie à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme. Bonjour madame, je me permets de me présenter, je m'appelle Julien. Interrogée en 2017 en caméra cachée, elle maintenait que son fils avait besoin d'aide. Pour moi, c'était justifié. Vous n'avez pas le... C'est pas de l'argent que j'ai mis dans ma poche et je suis partie en vacances. Faut arrêter, quoi. Faut arrêter à un moment les conneries. Ah oui, c'est vrai, il y a 3 chèques où j'ai fait des courses, mais je pense qu'il n'y avait rien d'extraordinaire à part du jambon, des pâtes, de la purée. Je peux me regarder dans la glace et me dire, au moins j'ai fait tout ce que j'ai pu. Même si ça n'a pas été très légal sur tous les plans. Aujourd'hui, mes enfants, ils sont bien psychologiquement. Et ça, c'est ma fierté. Delphine ment, manipule, mais aurait-elle été capable de tuer? 2 ans avant le meurtre de Jean-Christophe, alors que la mère de famille habite désormais seule dans cette maison avec ses enfants, elle semble prête à passer à l'acte. C'est en tout cas ce que soutient Camille. On est sur la terrasse, il fait nuit, assez froid, je fume ma cigarette. On se retourne, et en fait dans le salon, je vois mon frère et ma mère. Comme dans les films, avec vous savez, les grands sweats à capuche noire, des gants, une corde, un couteau. Donc je rentre dans le salon, je dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites? C'est Laurent qui me répond et qui dit voilà, c'est ce soir, on va aller devant chez Jean-Christophe. L'objectif c'était d'y aller et de lui planter un couteau directement, quoi. De le faire taire parce que les tueurs à gages c'est cher ou c'est compliqué ou il n'y a rien qui se concrétise, je sais pas pourquoi ça pressait, mais ça devait se faire ce soir. Donc, ils sont partis, tous les deux en voiture. 1 heure, 1 heure et demie après, ils reviennent. Là, ils me disent qu'ils n'ont rien pu faire, parce qu'à l'entrée, apparemment, il y avait une grosse porte qui ne pouvait pas être franchie, donc ils sont revenus sur leurs pas et ils sont venus bredouille, si je peux dire ça comme ça. À la même époque, Delphine aurait demandé à Camille, tout juste 18 ans, de sonder les mauvais garçons de son lycée pour essayer de trouver une arme à feu. Je suis allée jusqu'à me rendre quelque part pour essayer de revenir avec une arme. Donc, quel enfant fait ça? Quel même adulte fait ça? Vous réalisiez pas jusque-là? Jusqu'avant, non. Pour moi, je me disais... ma mère m'investit d'une mission, c'est pour la famille, parce que c'est quelque chose qui revenait beaucoup au sein du foyer, c'est pour la famille, on est tous ensemble. S'il nous arrive quoi que ce soit, ce sera toujours la famille qui sera là derrière nous. Les autres, ils peuvent nous mentir, ils peuvent nous faire quoi que ce soit, nous trahir, mais la famille, jamais elle fera ça. On était vraiment dans ce genre de climat là à la maison, quoi. Aujourd'hui, Delphine nie toute volonté de tuer. Mais à l'époque, Camille s'interroge. Et lasse de toutes ces histoires, fuit le domicile familial en juin 2019. Elle alerte la justice sur le comportement de sa mère. L'affaire en reste là, jusqu'à la mort de Jean-Christophe. Dès le lendemain du crime, les enquêteurs s'intéressent à Delphine Pinto. Ils épluchent son téléphone et découvrent qu'elle a de nombreux amants, dont Bilal, 32 ans, qui l'invite à danser sur ses images. Ce commercial en informatique, célibataire sans enfant, est tombé sous son charme en soirée salsa. Sans antécédent judiciaire, il est décrit par ses proches comme toujours prêt à rendre service. Mais il aurait un gros défaut, il ne saurait pas dire non, surtout lorsqu'il s'agit d'une femme. Pour les enquêteurs, un scénario se dessine. Delphine aurait demandé à Bilal, son amant, de recruter un de ses amis, Yacine, pour éliminer Jean-Christophe. Et ils vont retrouver des messages qui vont conforter leur hypothèse. Bilal a écrit à son ami d'enfance Yacine. « Je connais une femme prête à payer pour un travail. » Quelques jours plus tard, il envoie aussi un message à Delphine. «
J'ai trouvé l'homme qu'il nous faut pour le travail. Il ne reste plus qu'à trouver l'outil. Les messages sont énigmatiques, mais les enquêteurs y voient un code. Le travail à effectuer serait le meurtre, l'outil désignerait l'arme. Alors que Delphine et Yacine affirment dans un premier temps ne pas se connaître, des images de vidéosurveillance les montrent réunis avec Bilal à une station de lavage. Le 15 février 2022, 5 mois après le meurtre, ils sont placés en garde à vue, ainsi que Laurent, le fils de Delphine. Face aux enquêteurs, tous nient. J'ai eu quelqu'un en garde à vue qui n'était pas du tout à l'aise, comme on peut imaginer un tueur à gages à l'aise en garde à vue. Il était au fond de son siège, totalement abasourdi, anéanti par ce qu'il était en train d'apprendre de ce scénario dont on dit qu'il est diabolique. Oui. Ma cliente a été bouleversée nécessairement par cette procédure de garde à vue et par les soupçons portés contre elle. Donc elle dément les accusations ? Elle conteste formellement, effectivement, avoir joué un quelconque rôle dans cet assassinat. La garde à vue, c'est pas très bien passé, on va dire, parce qu'à partir du moment où je la rencontre et que moi je lui recommande de garder le silence, ce qui est son droit, le droit de tous les gardes à vue, ça va nécessairement embêter les enquêteurs et qui vont prendre ce silence pour un aveu, tout simplement. À l'exception de Laurent, placé sous le statut de témoin assisté, ils sont tous mis en examen pour meurtre en bande organisée et placés en détention provisoire. Pourtant, selon nos informations, aucune transaction financière n'a été mise en évidence entre les 3 suspects. Et les textos énigmatiques sur les travaux à réaliser ont continué d'être échangés après le meurtre. L'avocat de Bilal n'a pas souhaité s'exprimer. Quant aux proches de Yacine, il ne croit pas à son implication. Mon bébé. Yacine, 32 ans, est père de 2 petites filles. Il est restaurateur dans le Val d'Oise, dépeint par tous comme gentil, respectueux et travailleur. Pour son avocat, le mobile financier ne tient pas la route. Yacine serait intervenu dans ces faits en raison de difficultés financières. C'est quelqu'un qui a une société, qui a ouvert sa société, qui a injecté du capital dans sa société. C'est quelqu'un qui a toujours travaillé, qui est reconnu d'ailleurs dans ce domaine et dans le domaine de la restauration. Et c'est quelqu'un qui a toujours fait les démarches de manière totalement légale, apparente auprès des organismes étatiques. C'est quelqu'un de parfaitement inséré qui n'était pas dans le besoin financier. La conjoncture économique est certes compliquée, mais pour tout le monde, mais il n'était pas dans un besoin financier extrême. Maître Gallier dénonce une enquête à charge et souligne qu'aucune autre hypothèse n'a été sérieusement creusée. À ce stade, tous restent présumés innocents. Vas-y, dis-moi lequel. Bonjour. Chaque matin, depuis lundi, Nicolas et Florine se rendent à la cour d'assises du Nord, à Douai. Mais ça prouve quand même une chose, même si ça n'a pas un lien direct, ça prouve que c'est un menteur. Oui. Et qui ment en permanence. Ils viennent assister au procès du meurtrier de leur sœur et mère. Bonjour, vous allez bien? Ça va, oui. Vous êtes prêts pour ce matin? Comment? Vous êtes prêts pour ce matin? Je sais pas, on verra bien. Ça va aller. Merci. Merci. Nathalie Debailly, cadre dans une banque à Lille, avec 47 ans. Elle a été tuée par l'homme qu'elle venait de quitter. Un homme qui, à son procès, cache son visage derrière un masque. Jérôme Tonneau. Ce chef d'entreprise l'a harcelée et menacée pendant des mois. À ses côtés, 3 complices présumés, soupçonnés d'avoir participé à l'enlèvement de Nathalie Debailly. On est là pour elle, et il ne faut pas l'oublier. Et elle est malheureusement plus là. On est privé de sa présence. Et c'est important de montrer qui elle était. J'attends beaucoup de la cour qui fera preuve de discernement, je l'espère, sur le récit à entendre, sur ce qu'elle a vraiment vécu et pas sur ce que vont raconter.
Pendant 3 mois, Nathalie Debailly avait déposé des mains courantes et porté plainte pour menaces de et harcèlement, en vain. Procès d'un féminicide annoncé sur fond de dysfonctionnement policier. Nous sommes le 27 mai 2019. Florine, la fille de Nathalie, se prépare à se rendre au travail. On toque à la porte et c'est 2 policiers qui viennent et qui me demandent si j'ai vu Tonneau ou ma mère. Je leur dis que non, je demande pourquoi. Les enquêteurs ne me disent rien, me demandent juste si j'ai vu l'un ou l'autre et c'est tout. Donc quand je rentre, j'essaie d'appeler maman. Il ne répond pas, qui est sur messagerie. J'envoie un message à maman en lui disant « Est-ce que tu peux me rappeler, c'est urgent ?» Pas de réponse. Et là, je me dis « Mais je vais aller voir à son boulot. » Et quand je me retrouve dans l'ascenseur avec, je crois, une collègue assez proche de maman, du coup, elle me dit « Il y a un problème, ta maman, elle n'est pas au travail. » Dans ma tête, je me dis « Mais il y a eu un accident sur la route. » Ou je ne sais pas tout de suite ce qui se passe. Et elle me dit « Il y a sa voiture dans le parking, mais elle n'est pas là. » Et là, je me dis « Mais c'est Tonneau. » J'imagine qu'il l'a enlevée. Qu'on ne sait pas où elle est, mais pour moi, je ne peux pas imaginer qu'elle est morte à ce moment-là. 2 heures plus tard, Florine apprend le décès de sa mère. Les policiers ont découvert son corps mutilé à coups de cutter dans l'appartement de Jérôme Tonneau, à Marc-en-Barœul, près de Lille. Et toi, t'as des photos de soirée aussi? Oui. Elle était belle. Oh, magnifique. Celle que je préfère, si elle est là. Oui. On la voit bien là. Vous étiez à Bruxelles, non? C'est pas ça? Ouais, c'est ça, regarde là. Cindy, Marianne et Geoffrey sont des voisins devenus de proches amis de Nathalie. Ouais, celle-là, elle est excellente. Moi, je l'ai toujours vue souriante, sauf vraiment à la fin, mais sinon, elle était tout le temps souriante, quoi. C'est quelqu'un qui était apprécié dans le quartier. Très apprécié, très apprécié. Nicolas Debailly, frère de Nathalie, décrit une femme de caractère. Ma sœur était cadre à la Société Générale et elle faisait l'unanimité dans ses équipes. Mais elle savait ce qu'elle voulait et elle ne se laissait pas marcher sur les pieds. Elle a été mariée longtemps, plus de 20 ans, avec le père de ses enfants. Et elle avait divorcé en 2010. Après la séparation avec papa, elle s'est rendue compte que ce qui était le plus important, c'était qu'elle ait son indépendance et qu'elle voulait vivre sa vie comme qu'elle en avait envie. Elle avait ses amis, sa famille. Elle n'avait pas besoin de nouvelles personnes dans sa vie. On est sûrement à table avec Romain, mon frère. On parlait d'un peu de tout et rien, puis elle nous dit qu'elle a rencontré quelqu'un. Jérôme Tonneau, 53 ans, divorcé, père de 2 enfants, rencontré sur Internet en 2016. Donc sur le coup, moi, avec mon frère, on était contents. On s'est dit, c'est pas quelqu'un qui fait la tête, c'est pas quelqu'un de mauvais, il a l'air assez en forme, festif, bon délire, quoi. Quand on discutait avec Jérôme, on sentait que, en tout cas, c'est l'image qu'il renvoyait, que c'était quelqu'un qui était à l'aise financièrement, qui n'avait pas de difficultés, etc. Le gros véhicule, en gros, tous les signes extérieurs de richesse, quoi. Ex-directeur d'hypermarché, Jérôme Tonneau gère des laveries dans la région lilloise et s'impose peu à peu dans la vie de Nathalie et dans sa maison où il initie d'importants aménagements. En fait, ici, on est dans le salon, donc la cuisine, et l'agrandissement, il commence à partir d'ici. Donc toute cette partie-là, avec le dôme et puis le cabanon. Et c'est pas son projet, mais lui, il est très convaincant. Enfin, il lui dit qu'il faut pas qu'elle se soucie du financier. En gros, qu'ils s'aiment, tout va bien. Il a fait venir les entreprises et en gros, il a pris les choses en main. Et puis, elle se laissait porter. Oui, voilà. En lui disant toujours que de toute façon, ces travaux, c'était pas son projet, c'était pas dans ses moyens. Encore une fois. Dans sa maison agrandie, Nathalie improvise une fête avec ses voisins. Et Jérôme Tonneau. Une fête après laquelle Nathalie Debailly va découvrir une autre facette troublante de son nouveau compagnon. La police débarque chez elle.
pour une histoire de faux carjacking qu'il avait essayé de simuler pour toucher l'argent de l'assurance. Ma sœur ne comprend pas ce qui se passe, elle n'était pas du tout au courant de cette histoire de faux carjacking. On est des gens qui traversons jamais en dehors du passage clouté. Ma sœur était quelqu'un de très carré, très droit, et elle n'avait jamais rien fait d'illégal, donc c'était quelque chose qui lui échappait, qui lui faisait peur. Elle ne le supportait pas. Et à partir de ce moment-là, c'est un bas dans la relation. Parce elle veut le quitter, elle n'y arrive pas, il le sent, et il fait tout pour que ça ne se passe pas, du coup. C'est comme si il avait compris le message inverse. Elle lui avait dit c'est terminé, et quand elle rentre de vacances, il a encore plus dépersonnalisé la maison de ma sœur en y mettant des affaires à lui. Il n'arrête pas de dire mais je fais ça par amour, ma chérie, quand on aime, c'est normal. Il lui impose sa présence. Et elle va attaquer un travail pour essayer de sortir de cette relation toxique. Jusqu'à ce jour de février 2019, où elle lui dit maintenant tu me rends les clés de ma maison. 2 ans après leur rencontre, Nathalie décide de couper les ponts définitivement avec Jérôme Tonneau. Mais il dit directement, mais de toute façon, je viendrai te voir et je passerai par le jardin. Et là, il se met à harceler tout l'entourage de ma sœur, moi y compris, à nous appeler, de dire que c'est une victime et que ma sœur n'a pas le droit de faire ça, de l'abandonner. Inquiète, Nathalie Debailly dépose une première main courante pour harcèlement au commissariat de sa ville, à Marcq-en-Barœul, le 11 février 2019. Moins d'1 mois plus tard, 2e main courante dans le même commissariat. Mon ex-compagnon a pénétré au sein du parking de ma société. Il m'a suivi jusqu'aux ascenseurs, il voulait y entrer. Je l'ai poussé de la main. Et les menaces se poursuivent. Le 8 mars 2019, dans la soirée, Nathalie est contactée par un ami de Jérôme Tonneau, où il est notamment question de 30 000 € que son ex-compagnon lui réclame pour les travaux effectués. Nathalie enregistre la conversation avec cet ami. Là, il me fait flipper pour toi, je te le dis. Mais vraiment, je sais plus quoi penser, tellement il y a la masse. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a la masse? Là, il dit, si je prends mes 30 000, je l'appelle. Après, il dit qu'il a appelé des mecs, des machins, des ceci, des solos. Moi, il me fait flipper. Je te jure, c'est vrai, Nat. Je veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit, Nathalie, j'ai peur pour toi. J'ai peur qu'il fasse une bêtise. Viens avec moi chez les flics, on y va demain. Moi, s'il vous fait des menaces sur ma personne, il faut aller prévenir la police. Maintenant que je suis au courant du truc, je vais pas attendre que ça se passe, quoi. Je vais aller me protéger. Le lendemain, Nathalie dépose plainte au commissariat de Lille pour menaces de mort réitérées. Elle y évoque les confidences qu'elle a reçues. Mais il dit à ses amis qu'il me mettrait bien dans un coffre de voiture pour me mettre un coup de pression. Qu'il allait rôder autour de chez moi avec des intentions pas louables. Il dit vouloir me buter, se procurer une arme. Ça se termine comme ça, cela m'inquiète. J'aimerais qu'il y ait des patrouilles de police, de Marcq, voire de Lille, qui fassent des rondes autour de chez moi. Nathalie s'est fait accompagner par son amie Cindy, avocate, qui assiste à l'entretien avec le policier. Il nous dit, rassurez-vous, c'est un escroc. Un escroc, ça passe pas à l'acte. Bon, faites attention, mais bon, vous risquez pas grand-chose, quoi. Voilà. Conclusion de la police. Importance du préjudice subi par la victime en raison de la gravité et des circonstances de l'infraction, néant. Aucune mesure de protection n'est à mettre en œuvre. Jérôme Tonneau n'est pas convoqué pour s'expliquer. Le harcèlement continue. Nathalie reçoit une photo d'une pierre tombale. Et quand elle se rend à son bureau, elle s'aperçoit que son ex-compagnon Il est là. se poste régulièrement sur une terrasse de café, au pied de la banque. Plusieurs jours de suite, elle le prend en photo. Il est là. Le 22 mai 2019, Nathalie Debailly est convoquée au commissariat de Lille. Non pas pour son dossier, mais pour une plainte déposée contre elle par Jérôme Tonneau pour un vol de téléphone. Et là, ça la met en rage. Parce qu'elle se dit, punaise, moi, on me menace,
J'ai des éléments sérieux, concrets, et lui, il dépose une plainte pour vol, et bim, je suis convoquée, quoi. Nathalie est mise hors de cause pour le vol, mais en profite pour déposer une nouvelle main courante, la 3e en 3 mois. 5 jours avant sa mort. Le 27 juillet 2019, Nathalie se rend à son travail dans le centre de Lille. À 8h36, elle s'engage dans le parking souterrain, où 3 hommes, dont Jérôme Tonneau, guettent son arrivée dans une fourgonnette. Elle sera sortie manu militari de son véhicule, très vite ligotée, bâillonnée, placée de force, bien évidemment, dans la fourgonnette. Un employé de la banque va arriver dans ce parking, va très vite prendre conscience qu'une agression se met en place, va tenter de réagir et Jérôme est muni d'une arme qui envoie des projectiles en caoutchouc, fera usage de cette arme. Et suite à cet événement, très vite, ils remontent tous dans les véhicules et repartent. L'employé, blessé à la joue et aux jambes, avertit la police. Pendant ce temps, les kidnappeurs prennent la direction du domicile de Jérôme Tonneau, à 15 minutes de là. Comme l'attestent les images captées par la vidéosurveillance de la ville. Ils stationnent devant le domicile de Jérôme Tonneau, dans cette fourgonnette où ils retiennent Nathalie Debailly. Donc Nathalie va être enveloppée dans un drap, sortie sur le trottoir, donc devant chez Tonneau, et montée par un petit escalier en colimaçon, emmenée dans la baignoire. Jérôme va prendre la carte bleue de Nathalie, descendre de son appartement, se rendre à un guichet automatique à proximité, tirer de l'argent du compte de Nathalie, payer ses comparses. C'est de l'ordre de 300 € chacun. Ceux-ci quitteront très vite l'appartement et là, il se retrouvera seul avec Nathalie. Et c'est à partir de là qu'il décidera de l'égaliser dans sa baignoire. À 12h30, près de 4 heures après avoir été averti de son enlèvement, la police découvre le corps de Nathalie Debailly. Jérôme Tonneau a lui disparu. 2 jours plus tard, il réapparaît hébété. Il a absorbé des médicaments. Il est interpellé alors qu'il se rend chez lui. Placé en garde à vue, il reconnaît les faits. Ses 3 complices présumés, membres de la communauté rome, sont également interpellés dans ce camp. Pour tenter de comprendre le comportement de Jérôme Tonneau, il faut remonter le fil de sa vie. Issu d'un milieu aisé, son père était cadre bancaire. Son adolescence a été marquée par un drame, comme le raconte sa mère. C'est le décès de son père et de sa sœur dans le véhicule où il était. Le véhicule a était sur le passage à niveau au moment d'un passage d'un train. Donc il avait... Il avait 13 ans. Ça l'a beaucoup perturbé. D'ailleurs, il arrivait difficilement à rester seul. Il m'est arrivé de devoir revenir de mon travail parce qu'il avait des crises d'angoisse. Cet accident a créé ce qu'on appelle une faille abandonnique qui a été relevée par les experts lorsqu'il a été examiné dans le cadre de ce dossier d'instruction. Il a tellement peur de perdre l'ami qu'il aime, la femme qu'il aime, qu'il en devient extrême dans sa façon d'aimer, c'est-à-dire possessif, où il veut tout gérer, tout maîtriser. Le meilleur moyen de ne pas perdre l'autre dans ce fonctionnement psychique est de le rendre dépendant. Les enquêteurs découvrent qu'avant sa relation avec Nathalie Debailly, une ex-compagne de Jérôme Tonneau a déposé une main courante après s'être sentie harcelée et qu'une autre a porté plainte pour vol et violence. Une plainte classée sans suite. Dans l'affaire Nathalie Debailly, l'enquête a démontré que, alors même que la quadragénaire alertait en vain la police depuis 3 mois, Jérôme Tonneau planifiait son enlèvement.
une préméditation assumée. Il y aura quelques tentatives d'enlèvement de Nathalie dans les semaines, les jours et semaines qui précèdent son meurtre, qui vont échouer, soit parce qu'il a fait marche arrière, soit parce qu'il n'y est pas arrivé. Mais il a du mal encore aujourd'hui à comprendre son geste qu'il qualifie lui-même d'abominable et d'impardonnable. Les proches de Nathalie Debailly estiment aujourd'hui que la police a failli. Tout d'abord le jour du meurtre. Selon l'avocate de la famille, les policiers n'auraient pas agi assez rapidement après avoir été alertés de l'enlèvement. Les policiers s'appellent pour savoir qui fait quoi. Finalement, ils vont une demi-heure plus tard sur le lieu d'enlèvement. Évidemment, c'est un enlèvement, il n'y a plus personne. Et puis, de fil en aiguille, ils vont aller à 10h30, c'est-à-dire quasiment 2 heures après l'enlèvement, devant l'appartement de Tonneau. Nous avons effectué une reconstitution et nous savons qu'à 10h30, Nathalie était vraisemblablement décédée. Mais par contre, si des policiers s'étaient immédiatement rendus au domicile de M. Tonneau, eh bien, elle aurait, on peut l'imaginer, été sauvée. Une enquête administrative de l'IGPN, la police des polices, a conclu que les policiers lillois avaient agi avec professionnalisme et rapidité, mais a tout de même jugé qu'un service plus aguerri aurait dû être saisi dès le début de l'enlèvement. Autre question. Pourquoi la plainte déposée par Nathalie Debailly au commissariat de Lille n'a-t-elle eu aucun effet? Elle aurait dû être transmise au procureur, ce qui n'a pas été le cas. Conséquence, aucune suite n'a été engagée. Jérôme Tonneau n'a jamais été convoqué. Donc évidemment, s'il l'avait convoqué, il aurait probablement arrêté. Mais là, finalement, plus il menace, plus il fait monter la pression, moins il se passe de choses. Donc en fait, il a un sentiment d'impunité qui s'installe et qui le conduit à penser qu'il peut tout. Sur ce point, une autre enquête de l'IGPN a conclu à des manquements déontologiques et professionnels au sein du commissariat de Lille. 2 policiers ont reçu un blâme et un avertissement, soit les sanctions les plus faibles. Mais la famille de Nathalie Debailly veut aller plus loin. Elle a déposé une assignation contre l'État pour défaut de protection. Une audience est prévue fin 2024. Cette semaine à Douai, au procès de Jérôme Tonneau, l'avocate générale qui représente la société a fait un premier pas vers la reconnaissance de la responsabilité de l'État en s'adressant aux frères de Nathalie Debailly. Je comprends votre colère. On vous doit des excuses. On a mal apprécié le danger dans lequel était votre sœur. C'était la première fois qu'un représentant de nos institutions nous présentait des excuses et j'ai été extrêmement touché parce que humainement, je ne sais pas si vous comprenez à quel point c'est réconfortant pour nous, même si ça ne fera pas revenir Nat, mais qu'un représentant de nos institutions s'excuse auprès de nous. L'avocate générale a souligné que les services de police, comme le parquet, s'étaient réorganisés suite à ce drame. Il faut se dire que c'est le dernier féminicide commis dans ces circonstances et dans ces conditions. Et faire de ce féminicide un dossier d'école pour améliorer, pour scienticiser finalement la prise de plainte, pour critériser le danger, les suites à donner, l'intervention des policiers. C'est déterminant pour nous, pour sauver d'autres femmes et d'autres vies. Dans son box, Jérôme Tonneau alterne les moments d'agitation et de total accablement. Au cours de l'enquête, un psychiatre, parmi ceux qui l'ont examiné, s'est interrogé sur une éventuelle altération de son discernement au moment des faits. Pour ses avocats, la question se pose.
C'est un homme qui a lutté toute sa vie entre soit la dépression, si c'est pas une dépression, c'est des tentatives de suicide. Si c'est pas des tentatives de suicide, c'est la folie. L'expert qui a considéré qu'il y avait une altération du discernement est celui qui l'a examiné en garde à vue, c'est-à-dire au plus proche du passage à l'acte, contrairement aux autres psychiatres qui l'ont examiné des mois après le passage à l'acte. Donc bien évidemment, son positionnement sur la raison pour laquelle il a considéré qu'il y avait une altération est extrêmement importante dans ce procès. Une hypothèse en contradiction avec la personnalité de l'accusé, selon l'avocate de la sœur de Nathalie de Bailly. On a une donnée qui est certaine, c'est que Jérôme Tonneau est un homme manipulateur, dans tous les sens du terme. Vous aurez bien compris qu'on parle de quelque chose de prémédité, on parle de quelque chose de très précisément organisé, et que, de manière intuitive, on a envie de dire que pour faire tout cela, il ne faut pas être altéré. Voilà. Maintenant, c'est les experts qui auront à dire les choses et à la cour à apprécier. Le procès continuera jusqu'à vendredi. Jérôme Tonneau risque la réclusion criminelle à perpétuité. Anne et son mari, Daniel, viennent de perdre leur voisine et amie, Chahinez. C'était le 4 juillet, lors de l'anniversaire de mon fils. Elle était heureuse. Ces derniers mois, Anne s'était pris d'affection pour elle. Elle était joyeuse, elle riait tout le temps. Moindre petite phrase sans importance, elle éclatait de rire. C'était des parties de fou rire. Et puis après, c'était tu veux que je prenne les enfants? Allez, viens, on va aller au parc. Voilà, on a fait plein de petites choses sans importance, mais qui étaient la vie de tous les jours, quoi. Et on passait des bons moments, voilà. C'était une maman comment Ah, maman poule. C'était son petit dernier, c'était son bébé. Mon bébé, mon bébé. Elle disait, elle s'en occupait bien de ses enfants. C'était une mère, oui. C'était une très, très bonne maman. C'était un rayon de soleil. C'était un rayon de soleil. Chahinez Daoud, 31 ans, mère de 3 enfants, a été tuée mardi dernier dans des circonstances effroyables. À 18h15, elle sort de son pavillon pour aller chercher ses enfants à la garderie, lorsqu'un homme lui tire dans les cuisses à 2 reprises avec un fusil. Gérard est alerté par les détonations. En ouvrant son portail, il voit une femme à terre et un homme à ses côtés qui s'apprête à lui tirer par le feu. J'ai vu ce gars qui déversait son bidon dessus. J'ai compris tout de suite ce qui allait se passer. Et puis, si vous voulez, moi, quand j'ai fait ça, j'ai dit « il ne faut pas qu'il allume ». J'ai foncé dessus en criant, je l'ai traité de tous les noms, j'ai essayé d'arriver pour le bousculer. Il s'est baissé et puis il a allumé avec son briquet et puis le feu est parti, ça montait jusque-là. Moi je suis arrivé dessus vraiment en rage. Et puis là il m'a sorti un pistolet de sa poche et puis il m'a braqué à 1,50 m. Et puis il a remonté la rue. Moi tout de suite j'ai foncé dans mon garage. J'ai pris 2 couvertures et puis je suis sorti pour aller essayer de faire quelque chose. On éteignait d'un côté, ça repartait de plus belle après. Puis après, les couvertures ont pris feu et puis on ne pouvait plus rien faire. Mais comment dire, qu'on ne se pose pas de questions, elle était bien vivante. Je peux vous dire, j'ai l'image que j'essaie de me débarrasser. C'était ses yeux, et puis elle essayait d'implorer, de parler. Et puis après, les flammes sont reparties, et puis là, c'était fini. Le tireur met ensuite le feu au pavillon qu'occupait Chahinez. Avant d'être interpellé, quelques minutes plus tard. Il s'agit du mari de la victime, Mounir Boutaa, duquel elle était en train de se séparer. Mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint, il est incarcéré. La procureure de Bordeaux dévoile les premières explications de cet homme de 44 ans
qui s'était caché dès le matin pour surprendre sa femme. Convaincu, selon ses dires, que son épouse avait un amant et qu'elle le manipulait, il aurait décidé de la punir des souffrances endurées et voulait, je cite, brûler un peu sa femme pour lui laisser des marques. Mais, toujours selon ses propos, sans souhaiter la tuer. Ce 39e féminicide de l'année bouleverse le quartier, la ville, le pays tout entier. Aux larmes se mêlent la colère et l'incompréhension, car le suspect était suivi par la justice et avait derrière lui un lourd passé de conjoint violent. Né à Alger, Mounir Bouta arrive à Bordeaux à l'âge de 23 ans. Il est maçon. En l'an 2000, il se marie une première fois avec Aurélie. Le couple a 3 enfants. Mounir Bouta est décrit comme un père affectueux, impliqué et joyeux. Père câlin, mais mari. C'est ce que décrit aujourd'hui Aurélie, qui a vécu 10 ans avec lui. Chaque fois qu'il rentre et qu'il a bu, si j'ai le malheur de le contrarier ou que j'ai pas préparé à manger, qu'il n'a pas allé à mettre les pieds sous la table et être tout de près devant lui, parce qu'il avait ce côté très très macho, attention, ben là, son regard que je décris devient tout de suite noir, son visage se crispe, et voilà, je sais que je vais prendre ma grosse gifle et me faire bousculer. Pendant des années, Aurélie encaisse et Mounir sait se faire pardonner. Il s'est trouvé tout ce qu'il faut pour que je l'aime à nouveau. Parce que je le déteste pas vraiment. Et que je sais qu'il est capable de beaucoup de choses bonnes. Mais en 2015, Mounir Bouta est condamné à 5 mois de prison avec sursis après de nouvelles violences sur Aurélie. Le couple se sépare définitivement. C'est alors qu'il rencontre Shahinez Daoud. Divorcée, elle vit à Alger avec ses 2 enfants. Les familles se connaissent. Les parents encouragent un mariage. Très vite, elle le rejoint dans la région bordelaise. L'année suivante, ils ont un fils. Il s'installe dans ce quartier de Mérignac. C'est à cette époque qu'Anne et Daniel font la connaissance de Shahinez. La jeune femme semble fuyante. On sentait qu'elle sortait, c'est bonjour, et elle rentrait dans sa maison, et voilà. Mais en fait, il y avait la petite aussi qui parlait, qui nous disait que oui, mais autrement, mon papa, quand il n'a pas bu, il est gentil. Donc on savait qu'il se passait, et puis on entendait. On n'a jamais vu, mais on entendait. Le 23 juin 2020, le doute n'est plus permis. Ils découvrent leur voisine devant leur porte, groggy, couverte d'hématomes. Shahinez leur raconte avoir été frappée par son mari. Il s'est passé qu'il a fait une grosse crise de jalousie par rapport à son comportement vestimentaire. Parce que la tunique était trop courte à ses yeux, et lui, il l'a attrapée et il lui a fait une station. Elle a senti qu'à un moment donné, il relâchait le bras, et c'était à ce moment-là qu'elle a senti ce relâchement, qu'elle a eu une pulsion et qu'elle a dit « Il faut que je sorte de cette maison pour que je puisse être sauvée ». Et c'est comme ça qu'on a entendu débouler les enfants crier et qu'elle s'est jetée sur le trottoir dans les bras de mon fils. Jugé en comparution immédiate, Mounir Bouta est condamné à 18 mois de prison, dont 9 fermes. Il est incarcéré à la maison d'arrêt de Gradignan. Après 3 mois de détention, il bénéficie d'un aménagement de peine et ressort en septembre dernier avec un suivi judiciaire. Éric Laborie est l'avocat de Mounir Bouta depuis 10 ans. La libération anticipée de son client ne l'a pas surpris. Sur cette détention, il n'a fait l'objet d'aucun signalement, d'aucune violence. Il se comportait bien. C'est quelqu'un d'assez placide au quotidien. Concrètement, il s'y est toujours présenté avec respect pour les institutions judiciaires et sans jamais
dénigrer les victimes ou les plaignants, quels qu'ils soient. Comment voulez-vous qu'au niveau de l'application des peines, il y ait eu une alarme quelconque pour dire non, on n'applique pas à celui-là l'aménagement d'une peine qui est prévue par le Code, à laquelle il a accès et faisant partie des détenus sans difficulté. Mounir Bouta est libre, mais il a l'interdiction d'entrer en contact avec sa femme et de s'approcher de son domicile. Pourtant, le couple aurait continué à se voir, sous le regard inquiet des voisins. Ben oui, on le voyait, il se garait pas toujours au même endroit, et le soir, il rentrait, et le lendemain, il repartait. Sa belle-mère et puis sa maman ont dit qu'il fallait pardonner, il ne recommencera pas, il faut lui laisser une deuxième chance. Voilà, voilà la pression qu'elle a subie aussi. Elle vous l'a dit? Oui, elle nous l'a dit. Il y a la pression familiale, peut-être, mais surtout une autre raison. Shahinez Daoud veut faire venir d'Algérie son fils aîné, âgé de 13 ans, issu de son premier mariage. Elle pense avoir besoin de Mounir. C'est ce qu'elle confie à son avocate. Mon travail était de lui faire vraiment envisager cette procédure de divorce qui était nécessaire. Mais elle était tellement prisonnière de l'idée que si elle ne restait pas avec cet homme, elle ne pourrait pas voir son fils aîné qui était en Algérie revenir sur le territoire français. Il lui avait tellement mis ça dans la tête que pour elle, c'était le but suprême. Donc, elle pouvait subir toutes les violences possibles. Elle restait effectivement avec cet homme tant que son enfant n'était pas revenu d'Algérie. Début mars, les retrouvailles ont enfin lieu. Son fils s'installe chez elle. Un bonheur de courte durée. Le 15 mars, Mounir Bouta l'aurait sur ce parking. Shahinez Daoud dépose plainte le lendemain. Les traces de l'agression sont visibles. Elle sera tuée 2 mois plus tard. Que s'est-il passé pendant ces 2 mois? La police et la justice auraient-elles pu empêcher ce drame? Après l'agression du mois de mars, les policiers auraient tenté d'interpeller Mounir Bouta chez sa sœur qui l'hébergeait. Ils ne le trouvent pas. Son signalement est diffusé, mais aucun avis de recherche ni mandat d'arrêt n'est lancé. Autre élément troublant, Mounir Bouta se serait présenté spontanément à l'hôtel de police de Bordeaux fin mars. Selon son ex-femme et sa fille aînée, aujourd'hui majeure, il est persuadé qu'il va à nouveau être incarcéré. Il nous a appelés, il venait de sortir du commissariat et il était de bonne foi. Il était vraiment de bonne foi, il voulait vraiment se faire interpeller. Il m'a dit « Tu te rends compte? Je suis dehors, ils n'ont pas accepté mon rapport, enfin, ils ne nous ont pas accepté de me prendre avec eux en fait, de m'interpeller. Ils m'ont dit que j'aurais une convocation. » Mounir Bouta s'est-il vraiment déplacé dans un commissariat? Policiers et magistrats disent ne pas disposer d'une telle information. Ce qui est sûr, c'est que dans le cadre de son suivi judiciaire, il a honoré 2 rendez-vous, ici, avec sa conseillère d'insertion. Celle-ci était-elle informée de la plainte déposée contre le mari? Elle n'a pas souhaité nous répondre. Pour savoir s'il y a eu dysfonctionnement de la police ou de la justice, une inspection a été diligentée. Elle devrait livrer ses premières conclusions mardi prochain. Le corps de Shahinez Daoud devrait être inhumé en Algérie, là où vivent sa mère et son père, avec qui nous avons pu nous entretenir au téléphone. Je me sens coupable d'avoir donné ma fille à ce criminel. Je suis coupable, je me sens coupable. En temps de colère, tu peux donner un coup de coup à une personne, tirer sur elle 3 balles et la brûler. C'est sauvage. Les 3 enfants de Shahinez Daoud ont été placés dans des foyers de la région bordelaise.
Les parents de la jeune femme espèrent obtenir leur garde et s'installer en France pour les élever. Pour rien au monde, Élodie ne raterait les jours de parloir. Une fois par mois, elle rend visite à son père, incarcéré aux Baumettes, à Marseille, depuis 4 ans. J'ai ramené des sous-vêtements, des revues magazines pour qu'il ait un peu d'occupation, pour qu'il lise. C'est vraiment un moment important pour moi de venir le voir. Élodie est au cœur d'un drame familial. Son père, Philippe Bézard, 68 ans, est accusé d'avoir tué son épouse, Josiane, la mère d'Élodie. La jeune femme est la seule de la famille à défendre son père. Dans ce dossier, aucune preuve, aucune trace de sang. Et le corps de Josiane n'a jamais été retrouvé. Après 3/4 d'heure de parloir avec son père, qui clame son innocence depuis le début, Élodie ressort plus combative que jamais. Lui, il croit encore en la justice et il me dit tu crois qu'on va s'en sortir, ma fille ? Mais je lui dis mais oui, mais bien sûr. L'affaire Bézard, ou l'histoire d'une mystérieuse disparition. Les faits remontent au 9 janvier 2014. Ce jeudi-là, Josiane, 53 ans, quitte sa maison de Sainte-Tulle vers 6 h du matin. Elle part en voiture, déposer son fils, Guillaume, à 5 km de là, à la gare de Manosque. Son fils doit se rendre à Aix-en-Provence, où il passe ses partiels. Elle aurait ensuite rejoint son domicile. Juste en face de sa maison, il y a celle de sa sœur, Sylvie, la villa au volet bleu. Ce matin-là, Sylvie s'étonne de voir par-dessus son portail la voiture de Josiane, alors qu'elle aurait dû partir travailler. Donc là, c'est mon téléphone que j'avais à ce moment-là. J'ai retrouvé le dernier message que j'ai envoyé à ma sœur. Il était 7h43, le 9 janvier. Je lui ai dit « Tout va bien ?» Point d'interrogation, et là, elle ne m'a jamais répondu. Sylvie tente de la rappeler plusieurs fois. 1 heure, 2 heures, 3 heures passent. Elle a un mauvais pressentiment et finit par prévenir les gendarmes. Dans la maison de Josiane, il découvre son sac à main, ses papiers, sa veste et son téléphone. Et dans le jardin, sous cet olivier, un de ses colliers. La maison et ses abords sont intacts. Aucune trace de lutte, aucune trace de sang. Josiane s'est comme volatilisée. Pour Sylvie, sa sœur n'a pas pu disparaître volontairement sur un coup de tête. C'était pas du tout son genre, parce que voilà, elle était trop dévouée avec ses enfants. Ma mère, elle est âgée, elle ne pouvait pas partir du jour au lendemain, plaquer tout et tourner le dos à toutes ses responsabilités. C'était purement impossible. Pendant des semaines, les gendarmes ratissent la région, plongés dans le canal de la Durance, survolent en hélicoptère des reliefs escarpés du Luberon. Chasseurs et randonneurs sont même sollicités. Mais Josiane ne donnera plus jamais signe de vie. Très vite, les enquêteurs s'intéressent à Philippe, le mari de Josiane. Le couple se déchire depuis des mois. Philippe a quitté le domicile conjugal il y a près d'1 an et vivrait très mal la situation. Et surtout, selon Sylvie, Philippe aurait été présent dans la maison de Josiane le matin de sa disparition. Elle l'a même croisé en fin de matinée alors qu'elle cherchait sa sœur. Quand j'arrive sur les lieux, il me dit « Oui, moi je suis venue ici parce que j'avais besoin de charger du bois. » Il me dit « Il fait froid, alors je prends du bois pour la maison à Pierrevert. » Son comportement, il n'est pas normal, quoi. Jamais il la cherche et tout. Il me dit « Moi, je ne sais pas où elle est, ta sœur. » Mais il a jamais été inquiet. Philippe est interrogé par les enquêteurs.
Il reconnaît être venu dans la maison, mais n'est pas clair sur le reste de son emploi du temps de la matinée. Et surtout, les gendarmes découvrent plusieurs détails troublants. D'abord, 3 jours avant la disparition de Josiane, le téléphone portable de Philippe borne sur cette antenne relais isolée à 18 h. C'est l'hiver, il fait nuit. Serait-il venu en repérage? Aurait-il cherché un endroit où dissimuler le corps de Josiane? Puis, le matin de la disparition, il laisse ses 2 portables chez lui, dans le village voisin de Pierrevert, où il a emménagé dans cette maison depuis qu'il a quitté le domicile conjugal. Aurait-il cherché à ne pas être localisé? Lui assure que c'est un simple oubli. Troublant encore, dans la journée, il lave sa voiture. Voulait-il effacer des traces? Pour lui, simple coïncidence. 5 semaines après la disparition de son épouse, Philippe Bézard est mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. Comment Philippe aurait-il tué Josiane? Comment se serait-il débarrassé du corps? Pour son avocat, maître Frédéric Monneret, l'enquête n'a été menée qu'à charge et son client n'a pas du tout le profil d'un meurtrier. Philippe Bézard est un homme qui a toujours travaillé. Sa vie, elle a toujours été placée sous le signe de l'honnêteté et du travail. C'est en tout cas quelqu'un qui a accepté de répondre à toutes les questions qu'on lui a posées. Et pour un manipulateur tel que le décrit la partie civile, c'est quand même une image qui est diamétralement opposée à celle que l'on nous a servie. Pour quelle raison alors Philippe aurait-il pu faire disparaître Josiane? Pour tenter de comprendre, les enquêteurs s'intéressent à l'intimité du couple. Retraité, Philippe a travaillé pendant plus de 30 ans au Centre de recherche nucléaire de Cadarache en tant que technicien. Il a 8 ans de plus que Josiane. Elle est secrétaire comptable en mairie, militante syndicale, une femme au franc-parler, appréciée de tous. Ils se sont rencontrés à la fin des années 80. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, Élodie et Guillaume. Une famille au départ sans histoire, comme s'en souvient Élodie. Ma maman là, et moi je suis là. Ça c'est avec mon papa et mon frère dans le bateau. Ils nous emmenaient souvent pêcher, promener en mer. Voilà, ça c'est des bons souvenirs. Mais les bons moments ne vont pas durer. À l'adolescence des enfants, le couple commence à se déliter, puis se dispute de plus en plus. Jusqu'au jour, à l'été 2013, où Philippe découvre que sa femme a un amant, qui n'est autre que son meilleur ami, Patrick, un garagiste de Manosque. Josiane annonce alors à Philippe qu'elle va entamer une procédure de divorce. Il le prend très mal. À la mairie où elle travaille, Josiane se confie à ses collègues sur son amant et sur son couple qui bat de l'aile. Mélina a été sa confidente pendant 10 ans. Elle disait qu'elle vivait une deuxième jeunesse et elle avait l'air très heureuse. Parce qu'avec Philippe, c'était plus possible? Ah non, ça je pense que c'est très clair pour elle. Elle voulait divorcer, elle avait entamé une procédure. Je sais que les choses se sont compliquées et sur la fin, je sais que ça allait pas bien du tout, elle voulait clairement divorcer et que son mari n'acceptait pas le divorce. Au point d'en devenir violent et de faire disparaître son épouse? Difficile à croire pour Alain Tolary, un ancien collègue de Cadarache. Pour cet ami de 30 ans, Philippe est certes un sanguin, mais surtout quelqu'un de jovial et serviable, qui n'aurait jamais levé la main sur sa femme. Il était sympa avec ses enfants, avec sa femme. Moi, je l'ai jamais... Bon, après, je l'ai jamais vu maltraiter sa femme, loin de là. Hein. Non, je l'ai jamais vu. Hein. Je l'ai jamais gueulé, oui, entendu. Hein. Ça, c'est... Mais après, c'est jamais aller plus loin, quoi. C'est jamais de là à aller tuer sa femme. Ou alors, on aurait vraiment caché son jeu. Hein. Mais enfin, pour 30 ans, ça serait vu quand même. Je suis pas du genre naïf non plus. Hein.
3 semaines avant la disparition de son épouse, Philippe avait fait un séjour en hôpital psychiatrique. Les experts l'avaient jugé effondré par la perspective du divorce, tout en décrivant un individu suicidaire et manipulateur. Philippe aurait-il pu tuer sa femme par dépit amoureux? Aurait-il pu avoir une autre motivation? En cas de divorce, il perdait la maison de Sainte-Tulle. En cas de décès de Josiane, sans divorce, la maison lui revenait en tant que conjoint survivant. Selon maître Emmanuel Horta, l'avocate de la famille de Josiane, c'est de ce côté-là qu'il faut chercher le mobile. Les choses sont assez simples, hein. Vous allez devant un juge pour le divorce. Le juge dit, puisque la maison appartient à Josiane, puisque le terrain lui avait été donné, ben, monsieur, c'est à vous de partir. Et ça, c'était quelque chose qui n'était pas tolérable. Donc, avant qu'un juge l'empêche de posséder, il a décidé de finalement faire en sorte qu'il puisse posséder en se débarrassant de son épouse. La possession, la propriété, l'argent, c'est quelque chose d'assez obsessionnel pour Philippe. C'est pas un drame passionnel? Absolument pas. Si passion il y a, excusez-moi, c'est une passion pour la maison. Hein. Philippe Bézard sera jugé pour assassinat, ce qui signifie qu'il aurait prémédité son geste. Et son principal accusateur n'est autre que son propre fils, Guillaume. Ce professeur d'histoire de 25 ans a même livré aux gendarmes un élément, selon lui, accablant. Le 17 décembre 2013, Philippe aurait incendié la voiture de sa femme. Le 28, Guillaume piège son père en l'enregistrant avec son portable et lui fait avouer l'incendie. Mais Philippe se lâche dans ses propos. Nous sommes 12 jours avant la disparition de Josiane. Faut arrêter maintenant les trucs d'enfantillage. T'as mon nom. Et alors? J'ai le droit de la brûler. Elle le paye aussi bien que toi? Non, non, c'est moi qui payais. C'est pas pour autant qu'il faut brûler la voiture. Eh bien oui, et elle a cherché. Salope, on t'est comme ça avec une salope. Bien sûr. Dommage de parler comme ça de ta mère. Oui, bien sûr. La haine, comme c'est la haine. Et moi, j'ai plus rien à perdre. Hein. Mais si je viens pas, c'est que le début. Tu crois que je vais me laisser faire? C'est ta mère qui va morfler, c'est pour moi. Hein. Morfler de quoi? Qu'est-ce qu'il vient de dire là? Là, il vient de lui dire c'est ta mère qui va morfler. Donc c'est ta mère qui va en subir les conséquences. Donc clairement, il la menace. Pour l'avocat de Philippe, cet enregistrement ne prouve rien. Les maris qui, dans le cas d'une procédure de divorce mal ressentie, ont des propos violents à l'encontre de leur épouse, c'est légion. Je n'ai plus rien à perdre, elle va morfler. C'est dans le cadre, effectivement, d'une crise de désespoir de cet homme au moment où il prononce ces paroles. Rien ne démontre qu'il était dans le même état d'esprit le jour de sa disparition. D'autant que, selon Maître Monneret, une autre piste n'a pas été suffisamment creusée par la justice, celle de l'amant. Il s'est suicidé dans son garage 1 an et demi après la disparition de Josiane. Curieux, selon l'avocat. On peut considérer qu'il s'est suicidé peut-être parce qu'il était amoureux de cette femme par chagrin et qu'il s'est dit qu'il n'avait pas pu la sauver, mais on peut tout aussi bien penser qu'il était pétri de remords dans la mesure où il était ou aurait pu être concerné par cette disparition et que de ce fait, cet homme a mis fin à ses jours. C'est compliqué d'accuser un mort. C'est compliqué d'accuser un mort, mais c'est compliqué aussi d'accuser une personne qui clame son innocence et contre laquelle il n'y a aucun élément de preuve. Près de 5 ans après la disparition de sa sœur, Sylvie et son mari, quand ils partent en balade dans les forêts du Luberon, ne peuvent s'empêcher de penser à Josiane. Oui, il y en a quand même des champignons. C'est quoi? Et puis ça quand? Quand je vois ce genre de pierre, je peux pas m'empêcher de penser qu'elle est peut-être dessous, qu'il aurait peut-être enterré, recouvert de pierre. Avec le temps, la mousse, elle a fait son travail, quoi. Aujourd'hui, Sylvie ne souhaite qu'une chose, que son beau-frère avoue et dise où il a mis le corps de Josiane pour pouvoir l'enterrer dignement. J'espère un jour la retrouver.
Philippe Bézard comparaîtra fin novembre devant les assises de Digne-les-Bains. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Son avocat plaidera l'acquittement en rappelant une règle de droit. Le doute doit toujours profiter à l'accusé.